Innovation de défense avec nos 4 intervenants. Je vais démarrer avec toi, Julien. Évidemment, tout le monde connaît Crédit Mutuel Arkea, mais peut-être ce serait bien de nous rappeler l'étendue des services d'Arkea aujourd'hui. Ouais, bonjour à toutes et à tous, merci. Alors tout le monde connaît Crédit Mutuel Arkea, mais c'est bien de redonner des repères, on a parlé tout à l'heure. D'abord une banque bretonne, et fière de l'être. Le siège à Brest, plus précisément au Relecq-Kerhuon. Le siège, le centre de décision qui est vraiment ici. Je ne rappelle pas toute notre bagarre avec le reste du Crédit Mutuel, mais on a gagné, au sens où on a confirmé, ancré nos centres de décision. On est la 7e banque française, on est la seule qui ait son siège en province. Notre raison d'être, si je la résume, c'est la vitalité des territoires, ce qui n'est pas sans lien avec ce qui va être dit. Ensuite, une banque coopérative. Banque coopérative, alors le capitalisme c'est bien quand c'est bien fait, la coopération et le mutualisme c'est bien quand c'est bien fait, avec une bonne gouvernance. Et ce que je résumerai en quoi c'est bien, c'est d'abord le temps long. Voilà, pas d'actionnaires à rémunérer, ça c'est bien connu, mais le temps long, la capacité à se projeter et le fait que partant de rien, et c'est une forme d'accumulation du capital, on a aujourd'hui 11 milliards de fonds propres. Et puis, enfin, je dirais un attachement à tout ce qui est le développement économique, social, humain des territoires, alors par cercle concentrique, la Bretagne, l'arc atlantique, c'est ça que veut dire Arkea à l'origine. Et puis la France, on est une banque quasiment 100% française. Et quand on parle de souveraineté, c'est pas inintéressant. Et puis un mot justement sur comment le Crédit Mutuel Arkea aide au financement des PME, mais justement dans le monde de la défense, voilà, qui va être notre thématique. On voit qu'on est hier soir on avait un dîner là où on discutait, on avait la vue sur la rade de Brest, on voyait les frégates qui étaient en train de bouger puisqu'on fêtait il y a encore quelques jours les 400 ans de la Marine nationale. Donc où est-ce qu'intervient là dans cet écosystème défense Crédit Mutuel Arkea ? Alors de plein de manières, et la notion d'écosystème est très importante, comme l'est la notion de filière, mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que quand on est né à Brest, création de la marine, quand depuis notre siège on a vu sur l'île Longue, on n'a pas eu les états d'âme d'autres banques, d'autres acteurs financiers, par rapport à « oh là là, financer la défense et l'armement, c'est pas bien ». Cette époque est derrière nous, mais il a quand même fallu 2022, 2023, 2024 pour qu'il y ait un alignement. Pour nous, financer la défense, dès lors qu'elle est française européenne, c'est de la RSE. C'est de la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. Après, on intervient effectivement de plein de manière bancaire, le crédit court terme, le crédit moyen-long terme. On est également un gestionnaire d'actifs, en ce compris le private equity, 74 milliards d'euros. Donc ça, c'est des fonds de dette privée, c'est des fonds de private equity, voilà, ou pour compte propre ou avec des tiers, avec une belle participation, pas loin d'ici, les chantiers Piriou à Concarneau, bien d'autres. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions. Après, peut-être deux dernières choses. La défense, c'est un secteur en croissance. Ben, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Nous aussi, on adore la renaissance industrielle, Nicolas. Je peux dire, on peut parler d'amour pour l'industrie, et l'industrie dans toutes ses dimensions, y compris celle qui est ici. La plus importante en Bretagne, l'agroalimentaire, qui renvoie à la notion de souveraineté alimentaire. Mais après, des secteurs en vraie croissance, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Il y a effectivement le numérique, une partie du numérique. Il y a la défense, il y a le maritime, il y a l'énergie. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur ces secteurs en croissance. Et derrière, c'est une manière d'offrir des solutions pour les épargnants, pour l'épargne de nos clients, de nos sociétaires. Puis dernier élément, pardon, je suis long mais j'arrête, c'est de dire évidemment qu'il faut de l'argent privé. Rien ne se fait sans argent. Et donc l'appel à la mobilisation de l'argent privé, lancé, je me souviens, c'était monsieur Lecornu dans son incarnation précédente de ministre de la Défense, monsieur Lombard. Il y a eu cet appel et vraiment c'est en train de se faire. Mais après, rien ne se fait sans l'État dans le secteur de la défense. On ne va pas financer des sous-marins nucléaires par du crowdfunding. Et donc il faut que l'État soit là. Il est plus là aujourd'hui en termes d'investissement qu'il a été. La DGA, je ne dis pas ça pour être poli, joue un rôle extrêmement positif. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'effets de décalage entre des annonces, des autorisations de programme, et puis le moment du paiement, le moment où ça ruisselle. Et nous avons lancé, ce sera mon dernier mot, avec la BPI, un système d'avance copartagé entre Arkea et la BPI pour financer le BFR et même le BFR long de ces sociétés de la BITD qui ont des commandes, mais qui vont se matérialiser peut-être en 2 à 3 ans avant de se traduire dans la caisse.
Alors justement, on a la chance d'avoir avec nous Damien Bégoc, donc de la DGA, Direction Générale de l'Armement. Comment on concilie aujourd'hui l'impératif de souveraineté nationale avec l'ouverture à une innovation, avec, on l'a dit tout à l'heure, des acteurs américains omniprésents aussi dans tout ça, et comment tout ça doit être porté par ces PME industrielles, Damien? Oui, alors ça commence bien, je ne comprends pas la question, dans le sens où souveraineté, innovation, défense, ce sont des notions qui vont forcément ensemble et qui sont indissociables, et je dirais depuis toujours, notamment en France. La souveraineté, c'est quoi pour nous? Évidemment, c'est le fondement de notre sécurité, de notre indépendance et de notre capacité à agir librement sur la scène internationale. Donc ça ne veut pas dire autarcie, hein, évidemment, ça veut dire plutôt la maîtrise de dépendance qui soit consentie. Et la DGA joue un rôle essentiel là-dessus, en étant capable en permanence de cartographier nos atouts, nos faiblesses et nos lacunes en matière de défense, et puis de nous assurer de notre capacité et de la capacité de nos entreprises de défense à produire, utiliser et exporter librement nos systèmes d'armes. Et d'ailleurs, c'est aussi extrêmement intéressant de constater qu'en France, et ça c'est un travail que l'on fait et que l'on a fait depuis pas mal d'années, on a, comme on dit, déilitarisé nos équipements. C'est-à-dire que nos équipements ne dépendent pas de la volonté des Américains. Donc d'une manière générale, il n'y a pas de souveraineté militaire sans souveraineté industrielle. Et comme disait mon chef là tout récemment, la souveraineté, c'est tout simplement là où on met l'argent, pour être très clair. Et je rejoins ce que vous disiez, Monsieur Commandant. En 2025, le financement des entreprises de défense par les acteurs financiers, banquiers et investisseurs s'est établi de l'ordre de 46 milliards d'euros, en augmentation de 25% simplement sur un an. Et moi, je le constate aussi en région, dans mon travail d'attaché d'industrie de défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que je n'échange avec un investisseur ou avec un banquier, ce qui n'était pas le cas avant. Et je vais aussi un peu plus loin. Les commandes, elles sont là. Alors, on n'a jamais dit non plus qu'on allait répartir le gâteau de manière uniforme entre tout le monde. Il y a une étude du comité Richelieu récente qui montre que globalement, pour la moitié des entreprises de défense, elles ont un chiffre d'affaires stable ou en très légère progression, que pour 30 à 40%, là, par contre, ça augmente fortement. Et puis, oui, c'est la vie des affaires. Il y a aussi 10% des entreprises de défense pour lesquelles le chiffre d'affaires, il baisse. On a passé 38 milliards d'euros de commandes en 2025. On va en passer 42 milliards en 2026. Je suis d'accord, il peut y avoir un certain temps pour que tout ça se redescende en plus fine. En plus, les entreprises ont gagné 20 milliards d'euros à l'export. Mais moi, quand je mets... nous, l'État français, et déjà, quand nous mettons 100 euros sur la table, il y en a 90 à 95 qui reviennent à des entreprises françaises. Le porte-avions nouvelle génération, c'est plus de 90% de sa valeur qui va revenir à des entreprises françaises. Grosso modo, il n'y a que les catapultes qui sont à part. Le porte-avions nouvelle génération, hors catapulte, c'est 97% d'emplois en France, 2,5% en Europe et donc 0,5% ailleurs. Donc encore une fois, 100 euros sur la table, 90 à 95 qui reviennent directement aux entreprises dans les territoires. Là où nos amis européens, et singulièrement nos amis allemands, par exemple, lorsque eux ils mettent 100 euros sur la table, il y en a 65 qui partent directement chez Oncle Donald. En termes de souveraineté, d'indépendance, ça n'a rien à voir. Peut-être rebondir sur l'une des questions. Drone agile, hacking, est-ce que c'est pas suffisant pour assurer sa sécurité et sa souveraineté? Non. Bien sûr que non. Enfin, tout ça, c'est évidemment complémentaire. Mais du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir parler des drones. Parce qu'effectivement, il faut à la fois qu'on travaille sur le temps long avec les porte-avions nouvelle génération, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le porte-avions, évidemment, c'est un sujet qui m'occupe beaucoup en Bretagne, dans les Pays de la Loire. Il va être mis en service en 2038. Donc, normalement, je devrais connaître cette mise en service-là. Et il va être utilisé jusqu'en 2080-2090. Donc là, ce sera mes enfants ou mes petits-enfants qui connaîtront le retrait du service. Et en parallèle, et ça on le fait aussi depuis les années 60, eh bien, on travaille aussi sur le temps court. Sur les drones, par exemple, c'est extrêmement intéressant. En France, on va acheter entre 15 000 et 20 000 drones cette année. Nos amis ukrainiens, ils produisent 10 000 drones par jour. Donc, l'analyste de plateau ou le stratège du dimanche, il va nous expliquer que, comme d'habitude, on a la ramasse. En fait, non, pas du tout. D'abord, nous ne sommes pas en guerre. 2, si on se mettait à produire aujourd'hui des centaines de milliers de drones ou des millions de drones, on jetterait l'argent par les fenêtres et ça nous serait reproché et reprochable. Parce que ces 15 000 ou 20 000 drones qu'on va acheter cette année, qui vont servir essentiellement pour de l'entraînement, ils vont être obsolètes.
Si je suis sympa, je vais dire dans 6 mois. En réalité, plus probablement dans 6 semaines. C'est à peu près ce qu'on constate sur le front ukrainien. Et donc, nous, notre travail, primo, c'est d'être toujours à l'état de l'art, et si possible d'avoir état de l'art plus un coup d'avance. Et ça, on le fait aussi en lien très étroit avec nos startups. Nos amis ukrainiens, on tire aussi le retour d'expérience de tout ce qui s'est passé au Proche et Moyen-Orient, où la France a tenu son rôle et a tenu ses engagements. Donc ça, c'est vraiment la première dimension. Et la deuxième dimension, eh bien, on s'assure que si demain, par malheur, on devait se mettre à produire des centaines de milliers de drones, on ait des capacités industrielles pour le faire. Et ça, c'est typiquement ce qui est fait entre Renault d'un côté et Turquie et Gaillard de l'autre, donc une start-up. Renault, d'ici la fin de l'année, va produire 600 drones par mois au maximum. Donc c'est peanuts à l'échelle de Renault. À l'échelle de Renault, ça va concerner 50 à 100 personnes. En revanche, on s'assure que si malheureusement, encore une fois, c'était nécessaire, eh bien, demain, au coup de sifflet bref, Renault pourrait produire des centaines de milliers de drones. Alors parlons financement aussi avec Xavier Lépine, donc, du fonds Braise Rebond. Dire un mot de ce fonds donc, qui intervient auprès des entreprises en difficulté, pas que dans la défense, mais là on va parler de la défense, et justement comment le fonds Braise Rebond agit très concrètement auprès de ces entreprises. D'accord, alors, bonjour à tout le monde. Alors le fonds Braise Rebond, faire un petit clin d'œil à Épopée comme vous, on est le culot de se lancer au moment du Covid, et oui, c'était une sacrée aventure. Et grâce à toute une initiative, tout l'écosystème qui, comme souvent ici en Bretagne, se mobilise. Donc Arkea, le Conseil régional de Bretagne qui est représenté ici, la BPI qui est intervenue, et puis d'autres banques du territoire, je ne vais pas nommer tout le monde. Mais voilà, c'est typique de la façon dont on travaille ici, de chasser en meute et apporter des solutions. Sur un thème, alors, la façon dont on intervient, sur un thème qui n'est pas couvert, c'est-à-dire on apporte des capitaux à des sociétés qui n'ont plus accès au crédit bancaire ou aux fonds propres. On est 100% complémentaire de tout ce qui existe dans l'écosystème. Et une des implications de ça, c'est qu'on va sur des sociétés qui sont en difficulté, parce que comme vous le savez, les sociétés en difficulté ne lèvent pas de capitaux auprès des investisseurs classiques. Et ce faisant, on contribue à sauver des entreprises du territoire, des usines du territoire, et on contribue fortement à la souveraineté. Alors, elle n'est pas seulement défense. Pour nous, la souveraineté, c'est un mot plus large. Ça, on en a parlé, ça englobe l'alimentaire. On peut parler d'énergie, on peut parler de plein d'autres choses. Mais notre modus operandi est d'injecter des fonds propres, de changer des choses dans les sociétés aussi. On s'implique beaucoup, donc on injecte de la gestion également dans des sociétés qui ont eu un accident de parcours et qu'on va pouvoir relancer. Alors, on ne peut pas sauver toutes les sociétés. Et donc, à la question pourquoi telle société plutôt qu'une autre, il y a une part de subjectivité assumée, qui est la subjectivité de l'investisseur, mais il y a aussi le fait que la société doit avoir quelque chose de spécial. La société l'entreprise dans laquelle on investit, ça doit être une société sur laquelle on doit pouvoir s'appuyer, parce que si elle n'a pas une force suffisante, on ne va pas pouvoir mettre en place les leviers opérationnels pour la relancer. Donc on ne peut sauver des sociétés que des sociétés qui ont un savoir-faire latent ou patent, mais qu'il faut redynamiser. C'est pas une magie, et donc un des exemples, on en parlera. On va l'avoir. Damien, un mot rapidement. Oui, non, mais je peux témoigner, je ne vais pas donner de nom évidemment, que dans plusieurs cas, Braise Rebond est intervenu, et ça nous a bien arrangé, nous, DGA et ministère des Armées, que Braise Rebond le fasse. Ça, c'est très clair. Parce qu'après, on a des outils, notamment avec nos partenaires aussi et camarades de BPI, on a Definvest, on a le Fonds Innovation Défense, on a pas mal de pépites, enfin on a plusieurs pépites, une grosse demi-douzaine de pépites en Bretagne dans lesquelles on a investi avec BPI et par l'intermédiaire de BPI ou grâce à BPI. On a aussi l'outil BraiseUp pour les startups innovantes en Bretagne, et c'est pareil, on y va aussi soit ensemble, soit BraiseUp y va seul, et pareil, ça s'arrange bien. Et donc Braise Rebond, ouais, je témoigne qu'il y a plusieurs reprises sont intervenues, et c'était un sacré... Enfin bref, ils nous retirent une belle épine du pied. Alors justement, on a un exemple avec nous, avec Rémi. Donc, alors moi, au début, je disais Quantech, mais on va dire Quantech. Voilà, comme ça, on comprend que le jeu de mots avec quantique, je ne sais pas si c'est la traduction bretonne de quantique, mais en tout cas, tu peux nous dire un mot sur ton parcours, puis justement, où en est Quantech aujourd'hui ?
Vous m'entendez, bonjour. Il y a plusieurs écoles sur le quantique. Il y a le quantique ou le quantique, ça dépend à qui on pose la question. Donc peut-être venir sur le parcours, reprendre ce qui a été dit par Nicolas tout à l'heure. Dans la deep tech, et c'est mon cas, il y a des innovations de rupture qui ont un potentiel applicatif très important. Et donc à un moment, il faut arriver avec pragmatisme à le translater, à le traduire dans une innovation qui a un bénéfice pour des clients à la fin. Il faut une sorte de vision au départ, ce qui était mon cas avec l'équipe qui est autour de Quantech. La vision, c'était que le quantique, c'est simple, en fait, et que le quantique, ça peut faire pas mal de choses, mais ça peut faire des avantages industriels et défense très concrets pour le déployer de manière massive et aider l'industrie. Souvent, quand on pense quantique, on pense complexe. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais ça peut aussi être très simple, et c'est la vision, en tout cas, que moi je portais pour Quantech, de dire on peut le rendre simple et le déployer dans différentes industries. Donc, je confirme qu'il y a plusieurs leviers extrêmement importants. Peut-être pour venir sur la question du parcours, on a eu la chance de se rencontrer avec Xavier au moment où la précédente société que j'avais cofondée avait des difficultés de mauvaise gestion et de problèmes de gouvernance. Une des erreurs classiques que j'ai apprises dans ce parcours. Voilà, faut en faire des erreurs. Et là, je dirais qu'il y a eu la réactivité de Braise Rebond de nous accompagner, d'identifier un savoir-faire patent en tout cas, et de se dire bon bah voilà, même si c'était plutôt en dehors de la thèse classique d'intervention de Braise Rebond, de se dire bon bah là il y a un actif à développer et on y va ensemble. Et les enseignements qu'on peut tirer justement de ce parcours et de l'aventure Quantech aujourd'hui, et justement par rapport pour entrer dans le secteur de la défense justement, parce que Quantech c'est dans ce domaine aussi. Oui, alors le premier enseignement, c'est que pour rentrer dans le secteur de la défense, il ne faut pas faire que de la défense, déjà. Et ça, c'est complètement incarné chez Quantech. Nous, on est très synergétique. On fait à peu près 2/3 de notre business dans l'industrie. Je n'ai pas dit ce que faisait Quantech. On fait des instruments de mesure magnétiques de haute précision pour du contrôle industriel. Donc, on vient contrôler l'intégrité de pièces métalliques, voir s'il y a des défauts à l'intérieur. C'est très important dans l'aéro, dans l'énergie au sens large, dans le nucléaire. Et on utilise ces capteurs pour des solutions de navigation et de détection dans la défense. Donc première chose, c'est que si on n'est que tiré par la défense en tant que start-up technologique où il y a déjà beaucoup de risques, on meurt. Et c'est complètement partagé avec la DGA, la dualité. On ne peut pas se reposer que sur de la commande publique, même si elle est clé, et nous on l'a vu, elle nous a permis de nous accélérer. Il faut absolument exploiter les synergies entre les deux. Nous, c'est totalement le cas, donc synergie technologique complète, synergie business complète. On attaque des grands comptes. Quand on leur vend une solution industrielle, souvent ils s'intéressent à notre solution défense, et la réciproque est vraie en France et à l'étranger. Donc premier point pour aller dans la défense, pas faire que de la défense et aller à l'export. Et là-dessus, la DGA a tout son potentiel puisque la DGA nous a présenté à des pays amis pour qu'on puisse se développer. Ça, c'est pour répondre à la question comment aller dans la défense. Je ne sais pas si c'était clair. C'était justement, Damien, quand on a préparé cette entretien, tu nous as dit, la première chose quand on choisit, quand on fait appel à une start-up ou une PM industrielle, c'est si elle est que sur la défense. On n'y va pas. Oui, tout à fait. Mais je rejoins complètement ce que vient de dire Rémi, c'est-à-dire que le marché, pour être très schématique ou très caricatural ou très simpliste, le marché de la défense France ne suffit pas à une entreprise pour vivre. Ouais. Donc de toute façon, on lui dit toujours d'aller aussi, de se diversifier, d'aller aussi sur une activité civile, primo, et comme tu l'as dit, aussi d'aller sur l'export. Le gars qui viendrait me voir en me disant j'ai l'invention du siècle, mais je n'ai des cas d'usage que dans le domaine militaire, je lui dirais au revoir monsieur, au revoir madame, revenez me voir quand vous aurez réfléchi à des cas d'usage dans le domaine civil. Sachant que le domaine civil commence la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile. Donc dans certains cas, c'est pas trop compliqué. Mais c'est une absolue nécessité. Je reprends. Je vais d'abord poser une question à Julien, justement. En quoi le modèle territorial d'Arkea, avec son ancrage donc fort en Bretagne, est-il particulièrement adapté justement à l'écosystème de la défense ? Parce que si on exclut les 7 ou 8 très grands groupes, 9, pardon, voilà, qu'on soutient mais qui n'ont pas spécialement besoin de nous, qui vont très bien. Ensuite, vous avez peut-être une vingtaine de TI, et là, on est présent. Et tout le reste, sur ce qu'on appelle le cœur de la BITD, Base industrielle et technologique de défense, c'est composé vraiment
2 PME qui sont le cœur de notre clientèle, ici en Bretagne et dans le Grand Ouest et ailleurs en France. L'entreprise, je dirais, typique, elle fait entre 10 et 30 millions de chiffre d'affaires, elle a 50 à 100 salariés, et en effet, elle est duale, c'est-à-dire qu'elle fait 20-25% de son chiffre d'affaires dans la défense, en augmentation, mais pas trop. Donc pour ces entreprises-là, on a la chance d'avoir un réseau de proximité, un réseau relationnel qui est fort, et donc on est vraiment là, mais avec d'autres aussi, naturellement, pour les accompagner. Donc le message, c'est si vous vous reconnaissez là-dedans, ou également dans une logique de start-up, de création, de scale-up, venez nous voir. On a la gamme, et si on n'a pas la solution nous-mêmes, on peut trouver la solution ailleurs, parmi tout un écosystème de partenaires, dont Braise Rebond. Il y a beaucoup de questions autour de voilà, dans quelle mesure nos investissements dans la défense ne vont pas servir pour le tolérance. Non, c'était une autre question que j'avais vue. Comment se réinventer aujourd'hui? Oui, en quoi l'accélération de l'innovation militaire ne contribue-t-elle pas aussi à une course aux armements internationales? À l'aube de la rigueur budgétaire, est-ce une priorité de repartir sur des fonds de lourds investissements? On doit investir pour la défense ou investir pour la paix. On sait qu'aujourd'hui, on doit investir dans ce domaine de la défense. Enfin, il y a une réalité du monde. Enfin, il suffit d'ouvrir un journal, de regarder une télé, d'écouter une radio. Enfin, je pense que c'est une absolue nécessité aujourd'hui de se protéger, de se défendre. Enfin, encore une fois, et ça a été dit très bien tout à l'heure, la défense rentre parfaitement dans le critère RSE. Critère RSE, c'est défendre la paix. C'est bien ce que l'on fait. Et en tout cas, je pense que c'est une absolue nécessité de se protéger. Enfin, les menaces, elles sont réelles. Et justement, pour ceux qui ont ces startups innovantes, à l'image de Quantech, Damien, pourquoi l'innovation, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de rentrer sur le marché de la défense? Parce qu'en fait, on est ouvert par principe sur l'innovation. On est extrêmement ouvert. C'est-à-dire qu'on accueille, encore une fois, à condition que l'innovation soit duale, mais tout le monde est bienvenu pour nous proposer quelque chose. Ça, c'est un premier point. Mais c'est aussi par contraste, parce que pour le reste, et pour ce qui concerne effectivement la base industrielle et technologique de défense, pour être très schématique, on a globalement ce qu'il nous faut. On n'a pas de trou dans la raquette. C'est-à-dire que les entreprises de la BITD actuellement sont capables de produire plus, mieux, plus vite et moins cher, sinon c'est pas drôle, mais en tout cas sont capables de monter en cadence. Il n'y a pas un appel d'air, il n'y a pas un Eldorado, ce n'est pas une ruée vers le Far West. Globalement, on a ce qu'il nous faut, que ce soit directement le ministère des Armées ou via les grands groupes industriels. On a des supply chains qui sont complètes et constituées. Donc pour rentrer sur le marché de la défense, il faut déjà prouver que l'on a quelque chose de mieux que ce qui existe déjà, et c'est pas évident. Et donc la meilleure façon, c'est de venir avec des innovations. Xavier, il y a un manque de fluidité aujourd'hui entre les acheteurs, les PME. Enfin, voilà, il y a des choses à fluidifier dans ce parcours. Il y a des choses à améliorer dans tout ce qui est relations grands groupes et l'ensemble de l'écosystème des PME sous-traitantes pour beaucoup d'entre elles. Et moi, mon expérience, c'est qu'il y a je vois quand même un décalage de discours entre les volontés affichées des dirigeants des grands groupes qui disent oui, on va aider cet écosystème de PME formidable, et puis sur le terrain, le chef d'entreprise qui lui négocie avec l'acheteur, qui lui dit ben voilà, c'est pas compliqué, j'ai un contrat là, livraison, c'est un produit complexe, livraison dans 18 mois et paiement de 100% à la livraison. Oui, pardon, mais on parle d'un équipement d'1 million d'euros et l'implication, ça veut dire que moi, PME bretonne, je vais devoir financer et porter le financement des pièces que j'achète, de la main-d'œuvre que je mets dans ce produit pendant 18 mois avant d'en récupérer la trésorerie. Et ça pose un vrai problème. Alors, tout le monde est super bienveillant, mais en réalité, sur le terrain, il y a un vrai décalage. En particulier dans les sociétés que moi je côtoie, qui sont les sociétés en difficulté, parce que là c'est un peu la double peine, même quand vous avez des dispositifs en place, si vous êtes un petit peu en difficulté, hop, on vous chante des dispositifs. Donc il y a un vrai message à faire passer pour être positif à ces grands groupes en leur disant écoutez, faites descendre le message à vos acheteurs qu'il faut aider les PME du territoire. Cette situation-là est parfaitement anormale et on a eu l'occasion d'en discuter. Et en gros, on est là aussi, nous, y compris en région, pour faire la police de ce point de vue-là.
les grands groupes tels que Thales, Naval Group et ainsi de suite, ils nous doivent aussi des comptes de ce point de vue-là. Et quand c'est nécessaire, on sait aussi aller leur taper sur la tête. Rémi, où on est Quantech aujourd'hui dans son passage à l'échelle, dans ses levées de fonds, enfin, Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Non, alors peut-être pour reprendre l'histoire, déjà je voudrais dire qu'il y a eu un énorme soutien de BPI au moment de la reprise sous l'ère Quantech, donc fin 2023, la société a 2 ans et demi. Le programme France 2030, nous, on a eu la chance d'avoir un IDEMO qui a été finalement acquis dans une précédente société et déployé dans Quantech, et ça a été un énorme levier d'accélération pour nous. Donc vraiment merci, parce que très concrètement, là en plus, c'est une bonne part de subventions qui finance de l'emploi, qui nous a permis d'accélérer, d'aller cranter les premiers clients. Donc, moi j'aime bien dire, on est en fait un peu entre une start-up deep tech et une PME, au sens où on a des produits sur étagère, on a des clients sur 4 continents, dans 14 pays, donc on est vraiment à l'export sur un premier produit qui génère de la rentabilité. Et donc ça, c'est une des leçons, c'est que d'apprendre aussi le bon sens des pieds sur terre de l'entreprise qui doit générer de la rentabilité. Merci à Braise Rebond de nous avoir apporté ça. C'est qu'on peut avoir un super produit qui va déplacer des montagnes, et nous on l'a. En fait, on a vraiment un actif technologique fort, reconnu mondialement, qui répond à un gros problème et d'un gros marché. Donc c'est un peu tout ce qu'il faut pour amener du capital risque dans l'histoire, mais on a aussi été capable de démontrer qu'on pouvait bien gérer la société. Et là, c'est tout l'apport de Braise Rebond qui a vraiment mis les mains dedans. Et je pense que ça, c'est une maturité d'entreprise que personnellement j'ai apprise et que collectivement on a apprise. Donc, où en sommes-nous? On va boucler une levée de fonds pour aller plus loin, une levée de fonds de l'ordre de 10 millions d'euros là dans l'été. C'est même très bien engagé. Je ne fais pas d'annonce là. Et pour développer nos 2 activités phares, qui sont l'utilisation de nos systèmes pour les déployer dans l'industrie. Donc, en fait, là, on répond vraiment à des enjeux de souveraineté industrielle. Je vais prendre un exemple, bien être concret. Dans l'aéronautique, il y a un gros enjeu de ramp-up de production. Il faut produire plus d'avions plus vite. Et il y a beaucoup de contrôle. Et donc, la capacité de contrôler vite avec les bons niveaux de précision, c'est important. Et donc, c'est un élément bloquant dans la chaîne de prod. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est dans l'énergie. On a des infrastructures vieillissantes. Ça veut dire pouvoir détecter des petits défauts. Tout le monde a en tête les 18 milliards d'euros perdus par EDF en 2022 à cause des problèmes de corrosion sous contrainte. La capacité à détecter des petits défauts avant que ça devienne des gros défauts, c'est très important. Et nous, on apporte des solutions en ce sens. Donc voilà, financement pour finaliser le développement de ces produits et puis commencer les ventes scale-up à l'export. Pour conclure, Julien, Crédit Mutuel Arkea doit jouer ce rôle d'assembleur, c'est ça? Oui, assembleur, bien sûr. On n'est pas des experts, hein. On essaye de développer notre expertise interne parce qu'on est sur des sujets qui sont parfois très techniques et très compliqués. Les experts, ils sont là, ils sont à côté de moi, ils sont dans la salle. Et effectivement, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème qui ne trouve sa solution. Après, je pense qu'il faut aller plus loin. Je ne vais pas dire qu'on est dans un monde parfait, entre d'un côté une industrie de défense française qui va croître et de l'autre côté un système financier privé public complètement mobilisé. Je pense qu'il faut aller plus loin. Alors ça renvoie à des sujets que je ne fais qu'effleurer. La notion de fléchage de l'épargne. Voilà, ça BPI France l'a fait, l'a lancé, et de belle manière. On le fait aussi, mais il y a effectivement une aspiration vers la défense ou vers une notion plus large de souveraineté, pour diversifier. Après, quand on regarde l'histoire, il n'y a pas de grande puissance militaire ou de grande puissance maritime, ce qui est quand même notre spécialité ici en Bretagne, sans place financière très forte, sans innovation financière. Et c'est vrai de Venise au Moyen-Âge, c'est vrai d'Amsterdam, c'est vrai de Londres, qui invente la bourse de Londres en 1694, qui invente la dette publique quand même, hein, la dette publique négociable, et qui va gagner toutes ces guerres, y compris contre nous, ce qui est énervant. C'est vrai des États-Unis. Donc je pense que la finance a un effort à faire d'innovation, de prise de risque supplémentaire pour le deep tech notamment. Et ça, c'est des choses qui s'inventent justement de manière collective, dans l'assemblage. Merci à tous les 4. Voilà, on peut les applaudir, nos intervenants. Allez, jingle pour notre intervenant suivant. Merci.